Dans l'ancien jeu de paume, la ville de Marseille a décidé de créer un musée dédié à la Marseillaise. Compte tenu de l'intérêt historique du bâtiment, le seul encore conservé dans Marseille, une étude du bâti a été prescrite. La fouille se déroule d'août à octobre 2008. Les archéologues de l'INRAP dégagent différentes constructions qui se sont succédées sur le jeu de paume. Dans un premier temps, ce que nous avons fait, on a enlevé tous les carreaux ici de granito vert et bleu qui correspondaient au hammam, un hammam qui a été installé en 1965. Et sous ce hammam, on a retrouvé les carrelages qui correspondent aux bains. Vers 1835 à peu près, quoi. Il y a eu des premiers bains. Avant que ce ne soit démoli, il y avait également toute une décoration en stuc qui était associée. Là, il y avait des volus, tout ça avait déjà été dessiné préalablement. Donc c'est pour ça qu'on a pu se permettre de faire un peu une passe pour aller vraiment au vif du sujet, à savoir le jeu de paume. Avant ces bains, donc, il y avait eu un théâtre qui avait investi donc, dans le placement du jeu de paume, et avant donc, le jeu de paume. Donc le jeu de paume s'est installé en plein cœur de la ville nouvelle. La ville nouvelle, donc, c'est une création pure qui a été décidée par Louis XIV lorsqu'il s'est emparé de la ville. Elle s'étend évidemment en grande partie au sud du Vieux-Port, cette ville nouvelle, des quartiers qui étaient jusqu'à présent en friche, des terrains agricoles. Et également, elle s'étend à l'est, en particulier au-delà des remparts médiévaux. Donc le jeu de paume, lui, est situé ici sur ce plan. Nous avons la rue Tubano, il est marqué ici par ce petit carré noir. D'après le premier plan établi par les archéologues, le jeu de paume de Marseille possède des dimensions canoniques. En effet, il respecte parfaitement la norme décrite dans les revues de l'époque. Nous avons dégagé tous les murs, en tout cas les murs principaux du jeu de paume. Alors la plus belle surprise évidemment, ça aurait été ce grand mur ici à l'ouest, là, qui est un mur fait avec un moyen appareil de pierre de taille, pierre de la couronne, de pierre qui a une tendance à être rose. Il n'y a qu'un seul mur, effectivement, qui est appareillé de la sorte. Tout le reste, ce sont des murs avec un petit blocage et avec un enduit de surface. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que c'est un mur qui est visible par le public, puisque le public est placé de l'autre côté. Et d'autre part parce que la pierre a la propriété de restituer davantage le choc, si on peut dire, de la balle qui va frapper le mur pour avoir un meilleur rebond. Donc ça a aussi une fonction pour ce qui concerne le jeu de paume lui-même. On a fait ici un petit sondage, on laisse un peu à l'état d'abandon, qui nous a permis de retrouver cette murette ici, qui est à 1,50 m du mur ouest. Et cette murette correspond en fait à la fondation d'une galerie qui contournait tout l'édifice et qui permettait d'une part aux spectateurs donc, de venir assister au jeu de paume, mais qui a également une fonction dans le jeu de paume, puisqu'en fait cette galerie a été surmontée d'un petit toit, et elle permettait, le toit surtout, permet avec le rebond de jouer tout simplement au jeu. C'est inspiré directement des débuts de ce jeu qui se faisait au Moyen-Âge dans la rue tout simplement, et il se servait pour cela des petits auvents qui étaient au devant des boutiques. Donc ça reproduit un peu la rue, mais à l'intérieur d'une salle, et beaucoup plus normé. Par contre, ce qui est le plus émouvant, si on peut dire, ce sont ces diverses niches qu'on observe. Il y en a 3 qu'on ne peut pas interpréter facilement, mais lorsqu'on sait que lors de la Révolution, donc la salle de jeu de paume servait de salle de réunion, on sait que dans cette salle, ils avaient disposé des bustes dans les murs. Pendant la Révolution, le jeu de paume est transformé en club jacobin. François Mireur, le 21 juin 1792, prononça un discours enflammé en l'honneur des soldats fédérés partant pour Paris.
Le lendemain, au cours du banquet de départ, il entonne un chant aux armées des frontières composé par un certain Rouget de Lisle. Propagée par les fédérés pendant leur longue marche vers Paris, la Marseillaise est née.